Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on va parler d'un film qui m'est cher, un film et un réalisateur qui m'est cher d'ailleurs, c'est Christopher Nolan, le réalisateur, et son film Interstellar. Vous allez nous dire, oui mais attendez les gars, Interstellar ça date de 2014, pourquoi vous parlez de ça maintenant ? C'est très simple, en Belgique, et je pense que c'est peut-être d'ailleurs le cas chez nos amis français, certains films de Christopher Nolan ressortent au cinéma avant Tenet bien sûr. C'est le cas d'Interstellar qui va être diffusé en IMAX notamment à Bruxelles, film qui est incontournable en IMAX, il a été d'ailleurs conçu pour l'IMAX, donc c'est clairement une claque à prendre si vous avez envie de revivre l'expérience Interstellar au cinéma ou de découvrir le film si vous ne l'avez pas vu. C'est le but de cette critique-ci, de vous éclairer sur ce film-là, ou si vous connaissez déjà le film, de vous faire un peu rêver en y repensant. Alors, le film raconte l'histoire en fait d'un homme qui très concrètement, est un peu amené de manière un peu abrupte à partir dans l'espace, explorer plus particulièrement ce qu'il se passe derrière un trou noir, donc rentrer dans le trou noir et aller du coup dans une autre galaxie, un autre univers, enfin non, pas un autre univers, mais une autre galaxie, et du coup faire des voyages interstellaires. Et ce voyage-là, en fait, va avoir une conséquence assez dramatique, c'est que le temps n'est pas le même dans l'espace que sur Terre, et donc sur Terre, le temps va avancer comme ici, mais dans l'espace, c'est ça, je connais plus le ratio, mais en gros, parfois c'est 1 heure dans l'espace égale 13 ans sur Terre, ou des choses comme ça. Donc il y a cette contrainte, ce conflit, en disant, tiens, j'abandonne ma famille, finalement, parce que je pars loin d'eux, et c'est clairement un des grands messages du film, avec bien sûr des scènes d'action. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Phase d'allumage moteur principal, H-10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 9. Professeur, j'ai des enfants. Faudrait que je parte combien de temps ? 8. Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. 7. Murphy, il faut que tu me parles. 6. Il faut qu'on règle ça avant que je parte. Tu sais même pas quand tu reviendras. 5. Allumage moteur principal. Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde. Non. 4. Quand tu deviens parent, 3. il y a une chose qui te paraît très claire. 2. Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité. 1. Je reviendrai. Mais quand ? Alors Thibaut, tu avais vu forcément Interstellar en salle en 2014, quelle question. Mais tu l'as vu combien de fois Interstellar ? C'est surtout ça la question. 3-4 je pense, quelque chose comme ça. Idem en ce qui me concerne. Par contre, je pense que j'ai écouté plus de fois la bande-son que vu le film. Oui, ça c'est sûr. Cela dit, je l'écoute rarement en entier du début à la fin, mais il y a des morceaux qui reviennent de temps en temps, effectivement. Ça, c'est une certitude. Bande-son, déjà premier point qu'on peut dire pour le film, incroyable, signé Hans Zimmer, qui nous a sorti le grand jeu là, avec des orgues et d'autres instruments un peu plus rares pour des musiques de film, qui donnent vraiment cette impression d'espace et de grandeur, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai que la particularité, c'est effectivement l'orgue qui est utilisé en grande présence dans la bande originale par Hans Zimmer et qui avait signé à l'occasion de la sortie du film une de ses meilleures bandes originales des dernières années, parce que c'est vrai que dans les années 2000, il a quand même fait beaucoup de choses, mais des bandes-sons vraiment mémorables, il en est plus fait beaucoup depuis, jusqu'à Interstellar, donc voilà, là il a retrouvé un peu les devants avec ce film. Et oui, et dans le rôle principal du film, Matthew McConaughey, ça c'était un peu la surprise à l'époque quand on a annoncé ce casting-là, parce que c'est vrai que Christopher Nolan et Matthew McConaughey, c'est quand même pas le même genre de personne. Et donc, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça. Matthew McConaughey dans ce rôle d'astronaute, fermier / astronaute américain, c'est quand même, il y a que dans les films qu'il y a ça, qui laisse sa famille derrière, sa famille avec notamment en personnage adulte, on a Jessica Chastain et Casey Affleck, donc pas n'importe qui, et dans son fameux vaisseau spatial. Casey Affleck qui joue
Timothée Chalamet, grand. Hein, Oui, rappelons-le. donc il y a Timothée Chalamet également, et puis dans le vaisseau spatial, il y a Anna Thaoué en partie. Et puis forcément, comme dans tous les films de Christopher Caine Nolan, aussi. Michael Caine, pas dans le vaisseau, pas dans le vaisseau. Non, pas dans le vaisseau. Il est dans le centre. Il est dans le centre en bas et il fait la scène où il discute face à face et il prévient le héros qu'il y a un danger. Voilà, comme dans tous les films de Christopher Nolan d'ailleurs, hein, c'est un peu son rôle à chaque fois, Michael Caine. Euh, alors, vous entendez à notre ton de voix qu'on aime bien le film, on en parle en souriant. C'est une claque, hein, ce film-là, une claque de science-fiction. Alors forcément, on va tout de suite citer les références. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est la référence du film. Mais à côté de ça, on a la mise en scène de Christopher Nolan, qui à chaque fois qu'il fait un film, il a envie de nous faire une masterclass en fait. Hein, c'est un peu ça le concept. Et il arrive à filmer cette aventure, parce que c'est ça que j'ai aimé quand j'ai vu le film, c'est que tu as vraiment ce sentiment d'aventure presque intimiste, alors que pourtant le film est un truc pharaonique avec des scènes incroyables dans l'espace, des séquences pleines de stress, d'action ou autre. Et de bagarre. Et de bagarre. Mais Avec Matt Damon. Matt Damon, vous savez, faut pas le dire. Matt Damon qui n'est pas crédité dans le film et qui en un coup ouais après non, il est pas je me crédité. souvenais pas de ça, qu'il n'était pas crédité. Non. C'était la surprise pour tout le monde au cinéma. Hein. C'est que oui, c'est vrai que c'était la surprise. Ouais. Au bout d'1h45 de film, t'as un mec qui sort de nulle part et c'est Matt Damon. Tu te dis wow, qu'est-ce qu'il fait là lui. Donc voilà, ça c'était vraiment la petite surprise. On s'y attendait pas trop. Mais à côté de ça, on a une histoire qui est complète, qui est souvent assez basique, hein, mais qui est bien construite par Christopher Nolan et qui s'amuse une fois de plus à nous faire tourner la tête avec sa notion du temps. Donc, ouais, c'est vrai que dans l'ensemble, dans les grandes lignes, allez quoi, le film fait quoi, 2h50. On va dire que pendant 2h30, c'est relativement simple, 2h35, 2h40, je sais pas exactement. Et il y a juste la fin un peu plus tarabiscotée avec la bibliothèque, hein, cette espèce de dimension très particulière. Je pourrais pas te redonner un cours de physique quantique et que sais-je encore pour expliquer la théorie. Mais c'est vrai que à part plus la fin, globalement, c'est plutôt relativement facile à suivre. C'est faussement complexe, les films de Nolan, dans l'ensemble. Après, ouais, je vais peut-être revenir sur ce que je viens de dire quand Tenet sera sorti, quand on l'aura vu. Mais dans l'ensemble, c'est quand même faussement complexe. C'est assez complexe que pour que tu aies vraiment envie de suivre, tu as envie de vraiment comprendre et tu cherches en tant que spectateur, etc. Donc ça c'est bien et t'as pas l'impression que c'est pas complexe non plus, tu vois. Donc il y a un bon entre-deux toujours bien équilibré dans les films de Nolan, donc ça c'est cool. Bon, en général, ces histoires sont toujours très 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 simples. Passer au papier, genre Dunkerque par exemple, c'est tout con. Hein. Il faut rentrer en Angleterre, c'est tout. Et après, autour, il va te mettre des artifices avec le temps. Hein. Il va beaucoup jouer avec le temps. Dans tous ces films, c'est ça l'élément qui à chaque fois est perturbateur, on va dire. Et c'est le cas ici, hein, une fois de plus, puisque cette notion du temps qui n'est pas le même sur Terre que dans l'espace va venir en fait amener le conflit chez ces personnages-là. Alors forcément, le fait d'aller dans l'espace, c'est déjà un conflit en soi, mais cette distance qui va se créer entre eux et leur famille et leur passé finalement va être l'élément central du film. À côté, bien sûr, des effets un peu plus bombastiques avec des vaisseaux et quelques scènes incroyables comme la scène... comment on appelle ça? L'amirage, quand deux vaisseaux l'arrimage, oui, c'est ça, doivent se mettre ensemble dans l'espace. Il y a des scènes quand même assez tendues. Autre point qui, moi, m'avait vraiment touché à l'époque, c'est en fait que je trouve que c'est le film le plus émotionnel de Christopher Nolan. Parce que c'est pas un roi de l'émotion, Christopher Nolan. Hein. C'est pas Damien Chazelle. Hein, tu vois ce que je veux dire? Il va pas réussir à transformer une scène d'engueulade en scène qui te brise le cœur, tu vois. Mais dans Interstellar, de par notamment la bonne performance de Matthew McConaughey, il arrive à avoir des scènes un peu plus simples où la caméra ne bouge pas du visage de l'acteur, par exemple. Mais on va avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de moments un peu plus touchants. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment bien plu dans le film, c'est qu'au-delà du spectacle et du côté un peu artifice de Christopher Nolan, on a ce côté plus humain, plus intimiste que j'ai apprécié. Ouais. Mais globalement, dans Interstellar, on retrouve
toutes les grandes thématiques de Nolan. C'est vrai que t'as cité le temps, évidemment, ça c'est l'évidence même et on va pas revenir dessus. Mais on retrouve à peu près toutes ces autres grosses thématiques, hein, comme la question de l'identité, qui est très présente dans tous ces films. La question de la réalité aussi, et forcément de ce qui n'est pas réel. C'est aussi une thématique qu'on retrouve énormément dans ces films. Évidemment, avec Inception et Memento en tête, notamment. Le prestige aussi. Et évidemment, le prestige. Mais le prestige, c'est trop facile. Bref, je vais pas. C'est génial, le prestige. C'est très bien, même si ma meilleure amie qui est scénariste te dirait que le twist, c'est le truc le plus pété de l'histoire et que tu peux pas faire ça. C'est trop facile. Bah, en soi, Christopher Nolan, les twists de fin de film, il nous a fait une toupie qui tourne indéfiniment, il nous a fait la scène de la bibliothèque, enfin, ça lui arrive de faire des twists un peu pétés à la fin du film quand même. Hein. Oui. Ouais, non, c'est vrai, mais bon. Mais voilà, globalement, Interstellar, pour ceux qui connaissent et qui aiment et qui ont un peu creusé le cinéma de Nolan, très clairement, on retrouve toutes ces grandes thématiques. Et c'est un plaisir en tant que spectateur de retrouver tout ça. Après, c'est un film qui s'est quand même pas mal fait descendre aussi. Moi, je me souviens que j'avais l'impression d'être un des rares, en sortant de la vision de presse, d'être un des rares à avoir aimé le film. Parce que pour les vieux critiques, c'est du sous 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, même si c'est clairement une influence, comme tu l'as dit, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas un copier-coller, il y a pas de... Nolan n'essaye pas de refaire 2001 non plus. Donc voilà, je trouve ça toujours un peu compliqué de comparer les films entre eux, alors que voilà, il y a de l'influence, c'est sûr, mais on va s'arrêter à ça, quoi. Oh là là, j'ai cliqué sur les 2 pires critiques de presse du film, sur un célèbre site français. Et je vais te lire, hein, Télérama. Télérama et Le Monde, d'accord. Oui. Oui, c'est normal qu'il n'ait pas aimé. Contre, tout est nul dans Interstellar qui rejoint au musée de la prétention la bouillie philosophique de Matrix et l'insignifiance existentielle de Gravity. Oh, tu vas les aimer, toi. Oh. Là, tu es un peu mort au fond de toi, là, tu as un peu mal. Et Le Monde qui dit une héroïsation du personnage principal qui confine au ridicule, des personnages secondaires sacrifiés, des dialogues trop souvent pris dans la gélatine scientifique, une partition musicale assommante. Sympa comme critique, c'est chouette. Mais oui, pour la majorité des critiques, on est dans du 4 et 5 étoiles, hein, donc ça a été pas très bien accueilli par certains médias, mais de manière générale, quand même, on est dans du très bon. En ce qui me concerne, le film, voilà, j'ai quelques réserves sur le film. C'est pas un film parfait, mais très clairement, c'est un film ambitieux. C'est un film qu'on aimerait bien voir plus souvent. C'est du très bon cinéma. Donc moi, si je devais le noter aujourd'hui, je pense que j'oscillerais entre 3 et 4 étoiles, mais je ne sais pas trop. Compliqué. Combien tu lui donnerais, toi, si il sortait aujourd'hui? Je sais pas, mais je pense que j'ai dû donner au moins 4 à l'époque, et je resterai certainement là-dessus. Après, voilà, on pourrait faire un podcast entier et peut-être qu'on le fera un jour. On va le mettre sur la liste des nombreux projets qu'on n'a pas fait. Mais oui, on pourrait clairement faire un podcast entier sur le cinéma de Christopher Nolan et décrypter tout ça. Parce qu'il y a une chose qui fait qu'il est un des seuls réalisateurs au monde à pouvoir faire exactement ce qu'il veut avec les budgets qu'il veut. Je citerai aussi... Denis Villeneuve, par exemple, qui est aussi un peu dans cette catégorie-là. Enfin voilà, il y a une petite catégorie très prisée de réalisateurs qui peuvent faire exactement les projets qu'ils veulent, avec les budgets qu'ils veulent. C'est très très rare. Et vu que ce sont des réalisateurs qui ont des univers particuliers et qui font des choses avec beaucoup d'ambition, d'un point de vue narratif, et surtout de la forme aussi, ben voilà, c'est clair que les gens les connaissent et aiment leur cinéma. Alors, je pense que Denis Villeneuve a un peu plus de détracteurs que Nolan, même si Nolan en a beaucoup aussi. Hein, faut pas faire comme si tout le monde l'adulait. Il a beaucoup de détracteurs aussi. Mais je pense que peut-être que Villeneuve en a un peu plus que lui. Mais voilà, globalement, c'est une espèce de caste que beaucoup de réalisateurs aimeraient rejoindre, ça c'est sûr. C'est clair. Donc voilà, c'était notre avis sur Interstellar.
Excellent film de science-fiction, un des meilleurs en tout cas des 10 dernières années, ça c'est sûr. Que on vous conseille chaudement parce que c'est un film à grand spectacle et qu'il est de nouveau sur nos écrans pour la reprise des cinémas. Donc c'est vraiment à découvrir et à redécouvrir. Ouais, À très parce que- bientôt du coup. Non, Hop, dernière hop, hop, petite hop, chose. minute papillon. Ah oui, Oui, c'est ça. c'est le petit moment où j'insiste sur l'IMAX, hein, parce que au moment où le Oui. film est sorti, l'IMAX n'était pas, enfin, l'IMAX n'était plus en Belgique. Il a été absent une dizaine d'années, hein, pour rappel, donc voire un peu plus. Et maintenant qu'il est de retour, c'est l'occasion de découvrir le film qui a été tourné dans ce format très spécifique. Donc, ce serait très dommage de ne pas aller voir ce film en IMAX, alors que maintenant qu'on peut le voir dans sa version idéale, bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion, alors précipitez-vous avec un bon petit paquet de popcorn. Le Cinoche, ça réouvre et on se dit à très très bientôt dans le Cinécast. Ciao, ciao. Ciao.